Vous voyez tous mon écran? Oui, Ok, on va y aller. Alors, voilà, tout pardon pour ce retard au démarrage. On va essayer d'être euh, dynamique sur ces quelques minutes que nous allons avoir ensemble, une petite 3 bons quarts d'heure, pour vous parler donc de ce cours diffusion live. Euh, alors, attendez. Donc, nous sommes dans le 201 diffusion live. Je me présente rapidement, Florian Jude. Donc, je suis développeur web freelance. Je sers à la Cité Royale, au MCAD, au pôle streaming. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est diffusion du culte sur les plateformes YouTube, Facebook. Et je suis également dans une église locale en Île-de-France, ICC Poissy, où je suis responsable du MCAD. Donc, responsable de la mise en place de toute la technique, de toute la régie et où j'encadre une équipe de plusieurs stars, à la fois côté sono, côté titrage, côté réalisation, côté cadrage. Je vous présente le plan de nos 6 sessions. Donc sur ce cours diffusion live, donc on est sur du 201. Alors, vous me direz dans le chat, hein, si, est-ce que vous aviez suivi est-ce que tout le monde avait suivi le 101 ou est-ce qu'il y en a qui arrivent déjà directement en 201? Je vous laisse écrire dans le chat, hein, je regarde le chat en même temps que je vous parle, parce qu'en 101, vous aviez vu un petit peu tout ce qui était les bases du fonctionnement d'une régie, voilà, les différents postes. Vous aviez quand même vu aussi les règles de réalisation, de cadrage, etc. On a vu titrage, on avait fait une grosse session streaming également. Là, on va vraiment prendre le temps de rentrer dans le détail de chaque partie, finalement, en étant vraiment focus dans l'aspect église locale. L'objectif, c'est que toutes les personnes ici vous puissiez être capable à la fin de ces 6 sessions de commencer à réfléchir à la diffusion de vos cultes. Et c'est même pas commencer à réfléchir en réalité, l'objectif c'est que vous soyez capable de diffuser votre culte en ligne. Parce que diffuser le culte en ligne, c'est pas juste un gadget pour faire joli. Non, l'objectif derrière, c'est de pouvoir transmettre la parole à des gens qui sont pas forcément dans votre église, voilà, partout dans le monde, quoi. Et c'est pas forcément que des gens qui habitent pas loin de votre église ou qui appartiennent à votre église. Un message peut très bien être vu vraiment à l'autre bout du monde. Voilà, donc c'est vraiment important d'objectif, c'est ça notre objectif de notre cours de fin. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur une partie architecture, câblage, organisation, donc on va rester assez abstrait. C'est pour ça qu'en 3 quarts d'heure, là, on devrait y arriver. La semaine prochaine, on rentrera dans le détail de la partie vidéo, voilà, les caméras, comment, voilà, différents types de caméras, les branchements, les réglages, etc., le mélangeur, la réalisation. La semaine suivante, on aura un gros cours également de sono. euh, Ça sera vraiment orienté sono, organisation dans un live. Parce que je vous rappelle, vous avez un module sonorisation qui rentre vraiment dans le détail voilà, du principe du son, etc. Donc là, nous, on sera vraiment concentré sur comment concrètement je fais mes réglages pour ma sono. Parce que vous l'aviez vu dans le cours, je me souviens, en 101, mais voilà, quand on parle sono, en réalité, vous pouvez avoir 3 sonos en fait. La partie FOH qui correspond au son qui est entendu dans la salle, la partie qu'on appelle monitor, tout ce qui est retour de scène, retour dans des petits écouteurs éventuellement, et une partie stream qui forcément va nous concerner quand on va vouloir diffuser sur Internet. On doit pouvoir faire un mix différent. Donc on rentrera voilà, dans cette troisième session, on passera vraiment dans le détail. Un quatrième gros chapitre sur tout ce qui est titrage et multi-écran. Voilà, comment on gère ces différents écrans. On va avoir peut-être un écran principal, peut-être un écran autour pour le pasteur, etc. Quel logiciel on utilise? ProPresenter, que vous connaissez bien, parfois OBS. Et puis il y a aussi FreeShow, que vous connaissez sans doute, qui arrive et qui est gratuit, qui peut être une alternative. Voilà, on passera en revue ces différents points. Une cinquième grosse partie sur le streaming
finalement, concrètement, comment mon programme final, je vais le diffuser sur mes différentes plateformes. On parlera également un peu d'aspect éditorial. Et puis enfin, dernière session, on fera une petite revue globale du workflow complet pour un dimanche, et puis de comment on peut optimiser ça finalement. euh, et puis voilà, ce sera l'occasion de répondre à vos questions et voilà, de rentrer, de faire un petit bilan de ce qu'on aura vu. Donc on attaque avec donc le module 1, aujourd'hui architecture, câblage, organisation, je vous l'ai dit. Donc on va commencer par la partie architecture. Alors, ce que j'écris dans le slide, connaître son matériel et son câblage. Voilà. On dit, un bon live commence par connaître son matériel, comprendre son câblage et maîtriser son installation. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'églises qui achètent du matériel, mais qui ne comprennent pas leur matériel, ne comprennent pas ce qu'ils font en fait. Les problèmes du dimanche, en fait, ils viennent de là. Il faut que vous soyez capable, il faut que chacun dans votre équipe, alors, je ne sais pas si vous êtes des responsables dans vos églises ou si vous êtes des membres des stars à part entière, mais il faut que tout le monde dans l'équipe, le responsable, les stars, maîtrisent tout le matériel. Il faut que tout le monde comprenne ce qu'il fait, comprenne comment c'est câblé, comprenne l'organisation en fait. C'est vraiment très important parce que, on en reparlera un peu plus tard, mais voilà, si vous avez une connaissance qui est limitée, forcément, vous aurez des problèmes et voilà, qui arriveront prendre les cultes. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Un petit schéma, si vous aviez suivi le 101, il va peut-être vous dire quelque chose. Je l'ai repris un peu, on l'a un peu simplifié, mais voilà. Le live d'un culte, finalement, ça repose sur quatre principaux flux. Vous allez avoir bien sûr, pour faire un live, il nous faut quoi? Il nous faut une image. Donc ça va être la vidéo avec des caméras. Ensuite, on va avoir la gestion du son, avec les micros, le table de mixage, etc. Et puis après, on va rajouter du titrage, des paroles, des chants, des versets, etc. Déjà, ces trois éléments vont rentrer finalement en quelque part. Voilà, j'ai été volontairement très abstrait. Ça pourra être un mélangeur, un ordinateur, un logiciel, OBS, je ne sais pas. Bon. On va les mettre ensemble et ensuite on va transmettre le résultat de tout ça par Internet vers les plateformes de diffusion, les YouTube, etc. Donc après, bon, on rentrera dans les détails de chaque, mais voilà, les vidéos, c'est les caméras, etc. L'audio, c'est les micros, les instruments, la console, etc. On avance, schéma simplifié. Voilà. En fait, il faut que vous arriviez à poser sur le papier l'organisation de votre régie, de votre église. Il faut que vous soyez capable d'avoir des petits schémas, en fait, le plus complet possible et le plus légendé possible, en fait. En faisant ça, ça va vraiment vous aider déjà d'avoir sur le papier, voilà, comment c'est organisé, quel câble va de où à où, etc. Je vous ai mis quelques exemples. Donc qu'il n'y a pas vraiment de nomenclature, enfin de façon de faire officielle. Enfin, le schéma, c'est vraiment chacun fait son schéma comme il le sent et comme il le comprend le mieux. Mais voilà, par exemple, ça, c'est le schéma d'une nouvelle salle, d'une nouvelle église ICC qui va bientôt ouvrir. Voilà, avec, là, on le voit sur le schéma, deux écrans latéraux qu'on appelle écran de rappel, un grand mur LED. Vous voyez, il y a plusieurs caméras, et puis on a la régie, puis on voit qu'il y a des traits qui relient les différents éléments de différentes couleurs. En violet, après c'est légendé, vous voyez, en violet on écrit qu'il faut que ça passe par le plafond, en noir ça a des câbles qui passent par le sol. Et puis quand on zoome un petit peu, on voit que ben, finalement les types de câbles sont écrits. Là, on voit qu'il y a des câbles HDMI à droite, là, des câbles XLR, ça c'est écrit. Donc ça c'est un premier type de schéma, par exemple, voilà, qui représente un peu une organisation d'une régie dans une église. Je vous montre un deuxième type de schéma, voilà, toujours la même chose. Alors ça c'est par exemple, ça c'est le schéma de mon église ICC Poissy, le premier schéma qu'on avait fait de la partie sono uniquement. Et vous voyez que déjà, rien que la partie sono, ça, vous avez quelque chose qui commence à être un peu complexe. Donc, où, par exemple, là, on avait mis une photo de notre table, et puis on voyait donc en rouge tout ce qui était câble XLR, donc toutes nos entrées micro, on les mettait, on montrait qu'elles rentraient ici. Et voilà, on schématisait le multipaire, on en reparlera tout à l'heure, les différents types de XLR, et où ça va, dans quelle enceinte, dans quel boîtier de scène, dans quel instrument, dans quel retour, quel micro, etc. Ça, par exemple, c'est un exemple de schéma de sonorisation d'une église locale.
Ça, deuxième schéma, ça, c'est un schéma réel encore hein, qui a été, qu'on a utilisé lors d'un événement. Ben, ça, par exemple, on a eu un événement le 19 octobre dans une grande salle en Île-de-France où 6 églises de l'Ouest parisien se sont rassemblées. Donc, c'était un événement destiné à briller avec Pasteur Juliana notamment. Eh bien voilà, ça, c'était typiquement un des schémas qu'on avait fait pour comprendre finalement comment on allait organiser notre régie. Voilà. On voit la scène en haut, le mur LED, les deux écrans latéraux, les deux enceintes, les retours, on voit des caméras, et puis on voit la régie en bas où on retrouve la table de mixage qui récupère le son venant d'un multipaire. On voit les caméras avec les câbles verts, qui sont des câbles BNC, on y reviendra, qui sont là. Vous voyez qu'il y a une légende sur le côté avec les différentes couleurs pour comprendre rapidement quel type de câble il s'agit, etc. Ça, voilà, c'est un schéma simplifié, enfin, simplifié. C'est un schéma assez complet, mais voilà, assez clair quand même, finalement. Quand je dois venir installer mon église, et ben, quand je dois faire mon installation, ben, je prends mon schéma. Je sais que dans mon premier Mac, j'ai tel câble qui part, je le branche à tel endroit, etc. Et ça permet vraiment voilà, de s'y retrouver, de comprendre un peu ce qu'on fait, quoi. Pareil, on a eu un deuxième événement, ICC Poissy, ICC La Défense, notre nuit à traverser, on était dans la même salle. Là, c'est le même schéma, mais qui était simplifié parce qu'on n'avait pas on gérait pas la partie sono. Mais voilà, pareil, on avait nos câbles rouges qui étaient nos câbles HDMI pour nos deux écrans latéraux, notre tourpasteur, nos câbles verts qui étaient les câbles pour les caméras, et les câbles bleus, etc., d'USB. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important que vous soyez capable de faire ce genre de schéma dans votre église. Ça sera, spoiler, un des exercices que je vous donnerai à faire dans les semaines à venir. Voilà, une bonne architecture, c'est quoi? Une architecture claire, c'est quoi? Il faut qu'il y ait un chemin clair pour le son, pour l'image, et que l'organisation soit compréhensible par toute l'équipe. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer votre système en moins d'une minute, c'est qu'il est trop compliqué, vraiment. Il faut que ça soit complexe, que ce soit pas complexe justement, et que ça puisse être compris de tous, quoi. Et il faut aussi se poser des questions, en fait, quand vous faites votre installation. Euh, Par exemple, euh, aujourd'hui j'ai une caméra, mais comment je ferais quand je voudrais ajouter éventuellement une deuxième caméra demain? Quel matériel je vais prendre? Voilà, il faut que vous y pensiez et que vous anticipiez cela également. Comment je vais faire pour améliorer le son? Comment éviter de tout refaire le jour où l'église grandit, le jour où on a plus de moyens, le jour où on peut faire mieux, etc. Donc on ne peut pas improviser, on peut pas vraiment improviser. Il faut que tout ça soit pensé en amont et bien réfléchi. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie? Alors, n'hésitez pas à soit lever la main, soit prendre la parole si vous avez des questions. Sinon, on avancera sur la deuxième partie de ce module qui va qui va vous faire quelques rappels sur les différents types de câbles. Trop rapide, ok. Vous inquiétez pas, vraiment là on est sur la partie vraiment la plus abstraite. Et tout ce qu'on a vu là, en fait, on va le revoir dans les semaines à venir quand on va traiter des différentes parties, de la partie vidéo, de la partie sono, où on prendra vraiment le temps, voilà, d'asseoir les choses. Mais voilà, moi, si vous devez retenir peut-être une seule chose, c'est que il faut que vous soyez capable de faire le schéma de votre église. Le schéma actuel, j'ai envie de dire, de votre église. Parce que forcément, peut-être après ce cours, ça va peut-être vous donner des idées, des choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire et qu'en fait vous pourriez faire. Et du coup, forcément, votre schéma sera mis à jour. Voilà. On va avancer sur deuxième partie, la partie câblage. Alors, quelques généralités finalement sur la partie câblage. Un mauvais câble, c'est un problème invisible. Vous ne pouvez pas voir avant d'avoir branché un câble s'il est bon ou pas. Voilà. Donc il faut toujours tester ces câbles. Donc c'est ce que je vous dirais quand même sur cette partie. Et toujours essayer d'acheter des câbles de bonne qualité. Voilà. Sinon, vous aurez des pertes de signal, des parasites, des coupures. Voilà. Et il y a beaucoup de bugs hein, qui viennent des câbles. Hein. On n'y pense pas, mais si, ça arrive assez régulièrement. On va commencer par les câbles vidéo. Donc ça, voilà, ça c'est des rappels. C'est vraiment des rappels parce que je pense que vous connaissez la plupart.
les câbles qu'on va voir ensemble. Et comme ça nous permettra, quand on parlera de vidéo, quand on parlera de sono, de ne pas avoir à rentrer sur les explications des différents types de câbles. Donc, premier type de câble, le câble HDMI, bon, assez classique, qui permet de relier différentes sources, notamment souvent d'ordinateur vers un écran, par exemple. Alors, il est bidirectionnel. Qu'est-ce que ça veut dire bidirectionnel? C'est-à-dire qu'on peut on peut le brancher dans n'importe quel sens. Donc, ça transporte en général à la fois la vidéo et de l'audio. C'est peu coûteux par rapport à d'autres types de câbles, je dirais, vidéo. Mais l'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que bah, malheureusement, on ne peut pas avoir des câbles de longue distance HDMI. En général, vous l'avez peut-être remarqué, vous ne pouvez pas aller au-delà de 20 mètres pour des câbles HDMI classiques. Et bon, j'ai mis qu'ils étaient fragiles. Bon, ils sont un peu fragiles. C'est pas, il y a des câbles encore plus fragiles. On va y voir, on va y venir juste après. Deuxième type de câble, justement, qu'on appelle les fibres HDMI. Donc, c'est des sortes de fibres optiques avec terminaison HDMI. Donc, la différence avec le HDMI, c'est que ce ne sont pas des câbles bidirectionnels. C'est-à-dire que vous devez absolument respecter le sens indiqué. Là, par exemple, sur la photo que je vous ai mis à droite, la source, elle est sur la prise rouge et le gris, c'est la diffusion, c'est la prise grise. En général, ça ne transporte que la vidéo. Donc, si vous vouliez transmettre du son, ça n'est pas possible avec ce type de câble. Ils sont plus chers que les HDMI simples, mais parce qu'ils ont quand même un intérêt, c'est qu'ils peuvent aller sur de longues distances, jusqu'à 150 mètres. Vous avez des câbles jusqu'à 150 mètres. Mais le très grand inconvénient, c'est qu'ils sont très, 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 très fragiles. On peut rajouter encore un trait. Vraiment, si vous n'en prenez pas soin, si vous ne les enroulez mal, vu que c'est de la fibre optique, c'est très fragile. Donc, voilà, vous pouvez casser assez facilement votre câble. Un autre type de câble, cette fois un peu plus professionnel, alors peut-être que vous en avez moins entendu parler, c'est les câbles coaxiales SDI ou BNC. Donc c'est les câbles que vous voyez sur la photo, c'est bidirectionnel, ils transportent la vidéo et l'audio. Alors ils sont plus coûteux, ils peuvent aussi aller sur la longue distance, mais ils sont moins fragiles hein, que les câbles, les fibres HDMI. Et puis, ils ont des connecteurs verrouillables. C'est-à-dire que quand vous branchez vos câbles, vous pouvez tourner votre câble pour qu'il se verrouille sur votre appareil. Et comme ça, ça évite les débranchements intempestifs. Un dernier type de câble, alors c'est pas vraiment enfin, pas vraiment un câble vidéo, on va quand même le considérer comme tel. C'est les extenders HDMI. Qu'est-ce que c'est les extenders HDMI? Je vous ai mis un petit schéma. Vous avez une source. Vous allez avoir un petit câble HDMI que vous allez brancher vers un émetteur. Et entre cet émetteur, il va être relié à un récepteur via un câble réseau RJ45. Et ensuite, bah, votre récepteur, il va être branché en HDMI vers votre écran, votre vidéoprojecteur, etc. L'intérêt de ça, c'est que bah, vous pouvez avoir des câbles d'un peu plus longue distance via le câble RJ45, qui est un peu moins fragile aussi que la fibre HDMI. Voilà. Donc ça peut être des solutions voilà, à adopter en fonction de l'organisation de votre église, parce qu'en fonction de comment est votre église, de votre régie, vous n'allez pas pouvoir l'installer forcément dans des endroits qui vous faciliteront la vie. Donc il faut que parfois vous aurez besoin d'avoir des longs câbles. On passe cette fois révision sur la partie des câbles audio et accessoires, vous verrez pourquoi. Donc, je vous ai remis le câble assez classique, le câble XLR, mâle-femelle. Donc, ça, c'est le câble standard pour brancher les micros. Je suis sûr que vous en avez déjà vu et que vous en utilisez tout le temps. En général, ces câbles-là, ils peuvent aller jusqu'à 60 mètres environ sans perte de qualité. L'autre type de câble, c'est le câble jack 635, donc double mâle des deux côtés. En général, on le branche, c'est ce type de câble qu'on branche pour les instruments. Mais attention, ils sont plus sensibles sur la longue distance aux parasites. Donc, c'est pour ça qu'en général, on privilégie quand même des câbles un peu plus courts pour les câbles jack. Il y en a deux types, des jack TS, c'est mono, ou TRS. Mais bon, ça, on y reviendra en détail dans le cours sono. Je vous ai mis encore d'autres types de câbles que vous avez peut-être moins l'habitude de voir, mais qui existent et qui
auront peut-être une utilité selon votre installation. Alors, je vous ai par exemple montré ce câble XLR femelle vers un jack 635 mâle. Alors, comme c'est un câble femelle, sur les tables de mixage, les câbles femelles, c'est pour faire sortir du son. C'est-à-dire que votre table de mixage va sortir du son, elle va rentrer, vous allez brancher votre câble XLR femelle, et du coup, votre signal va partir à travers ce câble, et il va arriver jusqu'à la sortie, le jack 635. Typiquement, ça peut être utile dans une église si vous avez donc votre table de mixage et un mélangeur. Parfois, les mélangeurs ne prennent en entrée son que des câbles jack. Donc voilà, vous pouvez brancher ce type de câble-là entre votre table de mixage et votre mélangeur. L'inverse existe également, le XLR mâle vers le jack mâle. Lui, ça va plutôt être pour brancher des instruments, par exemple, sur votre table de mixage en XLR. Parce que on l'a dit, les instruments, on les branche via des câbles jack, le plus souvent, mais vous pourriez avoir besoin de brancher absolument vos instruments, qui en général demandent une sortie jack, les brancher sur finalement une prise XLR. C'est possible avec ce type de câble. Alors, je voulais aussi vous parler des multipaires, des boîtiers de scène analogiques. Alors, on n'a pas reparlé des tables de mixage, on en parlera dans les photos. Parce que je fais l'aparté parce que table de mixage, vous savez, il y a à la fois les tables de mixage analogiques et tables de mixage numériques. Pour les tables de mixage analogiques, on a ce type de câble. Alors dites-moi dans le chat si vous aviez déjà vu ce type de câble ou pas, ça m'intéresse. Qu'on appelle un multipaire. Pourquoi? Bah, parce que c'est plusieurs paires de câbles finalement qui sont regroupés ensemble. Donc on a un gros câble unique, central en fait. C'est lui qu'on va tirer le long de notre salle. Et à l'autre bout, on va avoir ce qu'on appelle un boîtier de scène. Vous voyez, c'est la partie droite de l'image, sur ce boîtier de scène, on va pouvoir brancher des éléments, soit faire rentrer du son, un micro par exemple, ou un instrument, soit faire sortir du son. C'est-à-dire qu'on va pouvoir brancher un câble pour les enceintes par exemple. Et à l'autre bout, donc c'est la partie gauche de l'image, vous voyez, il y a N prises XLR que vous allez pouvoir brancher sur une table de mixage. Il y a des multipaires de différents types. Il y a des multipaires où vous avez 12 entrées, 4 sorties, 8 entrées, 4 sorties, 16 entrées, 4 sorties, 8 sorties, je sais pas. Il y en a plusieurs types, mais sachez que ça existe et c'est pratique parce que ben, quand vous voulez vraiment mener du son d'un point A à un point B, sans avoir à finalement avoir 10 câbles XLR ensemble, ben, le multipaire a son intérêt. Et à l'inverse, du coup, je vous parlais également du boîtier de scène numérique. Donc, on a vu la partie analogique juste avant. Le numérique, c'est pareil, finalement. Vous avez un boîtier de scène avec des entrées, des sorties. Mais la liaison, cette fois, ça ne va pas être un gros câble comme on a vu sur la photo précédente. En fait, les boîtiers de scène numériques, ils vont se brancher avec des câbles réseau RJ45. Donc, vous allez avoir un câble RJ45 entre votre boîtier de scène et votre table de mixage. Table de mixage, du coup, numérique. Boîtier de scène classique où on a des entrées et des sorties. Mais attention, faut faire très attention, ces boîtiers de scène numériques, ils s'utilisent uniquement avec une table compatible. Si vous avez une table de la marque Behringer, il vous faudra un boîtier de scène Behringer. Pourquoi? Parce que c'est des protocoles propriétaires. Donc, si vous voulez que ça marche, vous devrez avoir des boîtiers de scène qui correspondent à la marque de votre table de mixage. Je vous parle également du boîtier DI. Boîtier DI, il sert à adapter le niveau d'un instrument clavier-guitare pour l'envoyer proprement vers une console. Donc ça transforme en fait un signal asymétrique en signal symétrique. On ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez que c'est nécessaire pour certains instruments, notamment les guitares. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en fait pour un piano, une batterie. Ça permet aussi de nettoyer le son et les parasites en fait. Comme je vous le disais, les câbles jack sont sensibles aux parasites un peu, surtout quand ils ont de grandes longueurs. Donc, c'est intéressant d'avoir ce genre de boîtier aussi pour des instruments qui, normalement, n'en ont pas forcément besoin. Et puis enfin, la dernière partie, c'est la partie réseau Internet. Pour faire un bon live, il faut une connexion stable. Idéalement, il faut que vous puissiez être branché
en Ethernet, en câble, avec les câbles RJ45, plutôt qu'en Wi-Fi. Idéalement, une connexion fibre, mais en réalité, sachez que pour faire du live, il n'y a pas forcément besoin d'avoir, comme sur la capture, là, 227 mégabits par seconde. On dit idéalement, c'est bien d'avoir une connexion fibre, mais en réalité, pour faire du live, il n'y a pas besoin d'avoir une connexion à 200 mégabits par seconde comme sur la photo. Et 10 mégabits seconde suffisent pour faire un direct. Ce qui va aussi compter, en fait, c'est la faible latence, le ping, en fait. Il faut que vous n'ayez pas une trop grande latence, sinon ça peut poser des problèmes. Et voilà. Sachez que même si vous n'avez pas de connexion fibre, vous avez la capacité de faire des lives si vous avez une connexion assez stable avec au moins 10 mégabits par seconde en upload. Et puis aussi, il faut faire attention de pas d'être sur un réseau propre qui n'est pas partagé avec d'autres, c'est-à-dire qui n'est pas 100 personnes qui se connectent sur votre réseau pour la diffusion. Les câbles RJ45, on en parle rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Vous savez peut-être, il y a différentes catégories de câbles. Et en fait, ces catégories correspondent au débit maximum qui peut passer dans le câble. Donc, voilà, il y a des catégories de la 5 à la 8. Très honnêtement, catégorie 8, ça ne servira pas à grand-chose. Honnêtement, catégorie 6, déjà, c'est très bien. Vous voyez, des longueurs minimales euh, qui peuvent voilà, dépendre. Le débit dépend aussi de la longueur du câble, quoi. Et honnêtement, un câble catégorie 6A ou 7 vous suffira largement. Je vous parle rapidement également des blindages de câbles. Ça aussi, c'est important parce que vous verrez quand vous voudrez peut-être acheter un câble Ethernet, il y a différents types de blindage. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais sachez que si vous prenez un câble qui n'est pas blindé, le tout premier par exemple UTP, certes ils sont moins chers, mais qui dit moins cher dit moindre qualité et beaucoup plus sensible finalement aux parasites ou aux interférences. Et en général, quand on va dire fait notre passage de câble dans notre église, on n'a pas forcément, peut pas forcément passer de tous les côtés. En général, les câbles passent tous à côté. Et finalement, ben, si vous avez votre câble Ethernet qui passe à côté d'un câble électrique ou d'un autre câble, s'il n'est pas blindé, ben, vous pouvez avoir des interférences. Ça peut vraiment poser problème. Donc attention à ça. Prenez des câbles les plus blindés possibles, idéalement les SFTP, le dernier. Vous évitera vraiment des problèmes. Voilà, une petite photo si vous voulez voir à quoi correspondent les différents blindages. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que il y a des choses que vous ne connaissiez pas, que vous avez appris, ou finalement vous avez quand même vu la plupart des câbles qu'on a vus ensemble? S'il n'y a pas de questions, on va enchaîner sur la dernière partie, qui va plutôt être une partie qui parle d'organisation de la régie. Et le premier point, c'est l'emplacement de votre régie. Alors, je sais que on est souvent quand même, on a souvent des contraintes en fait, on ne peut pas forcément tout le temps choisir l'emplacement de sa régie. Mais idéalement, voilà, dans le monde parfait, il faudrait que dans votre régie, vous puissiez voir ce que l'assemblée voit, entendre ce que la salle entend et pouvoir communiquer facilement à la fois entre membres de la régie et aux différents interlocuteurs qui sont en lien finalement avec votre travail. Le MLA, les modérateurs et tout. C'est vraiment important d'avoir ces visions directes, cette perception directe du son et puis de sentir en fait un peu l'ambiance de la salle, quoi. Et puis bon, on y reviendra dans la partie sono, mais c'est très important pour la partie sono, la partie mixage FOH, parce que si vous n'êtes pas dans la salle, vous ne pourrez pas faire un mix correct en fait. Vous devez être dans la salle pour percevoir comment votre salle résonne, comment le son rebondit dans les murs, etc. Et si votre régie son elle est dans un placard à balai à l'arrière, bah, vous allez avoir des problèmes et vous n'aurez pas quelque chose de correct à la fois en salle et vous n'aurez pas quelque chose de correct in fine aussi sur le web, quoi. La propreté de la régie, c'est aussi une source de fiabilité. Essayez vraiment voilà, d'éviter ce qu'on voit sur la photo, pas de câbles entremêlés. Essayez voilà, d'avoir des câbles un peu ordonnés, de séparer aussi les différents types de câbles, un côté câble audio, côté câble vidéo, électrique, etc. Ne pas avoir de câbles qui pendent, voilà, qui, euh, pas de câbles qu'il faut enjamber, etc. Parce que voilà, si vous enjambez un câble et que vous le prenez, ben, vous pouvez débrancher un truc pendant le live et voilà,
la catastrophe. Donc voilà. Idéalement, scotcher au sol vos câbles avec le gaffeur, ou passer par le plafond si vous pouvez. Étiqueter vos câbles aussi, ça c'est très intéressant, très important parce que si vous faites ça, bah, le jour où, alors je sais pas si vous êtes dans des églises où vous avez la grâce de pouvoir garder votre matériel installé, mais parfois dans les églises, bah, il faut installer le matériel le dimanche matin, puis le redésinstaller dimanche après-midi pour le dimanche suivant, etc. Si vous étiquetez vos câbles, bah, vous pourrez très facilement les retrouver et ça ressavoir quand vous devez installer, bah, tiens, ce câble-là, c'est le câble de mon micro, ce câble-là, c'est le câble de mon piano, etc. Et comme je vous le disais, gardez des chemins clairs. Je vous mets voilà, aussi une photo. Vous avez aussi des passages de câbles comme ça. Si vous voulez pas, si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas scotcher par exemple des câbles au sol, vous avez aussi ce genre de solution-là qui peut être plus propre, quoi. Je vous mets quelques photos. Voilà. Essayez aussi de bien ranger vos câbles, de ne pas les mélanger en vrac dans une boîte, etc. Essayez de les trier par type, de bien les enrouler. Voilà. Et puis voilà, de bien les scotcher, comme je l'ai dit. Vous pouvez également voilà, avoir des petits scotch comme ça existe. Il y a des sites internet où vous pouvez commander ça, des petits scotch à mettre sur le câble comme ça, vous pouvez voir rapidement, ou des petites bagues de couleurs, ça peut être pratique. On va continuer sur une partie sur l'alimentation électrique et la sécurité. Ça aussi, c'est un point très important. Euh, il faut que vous ayez des multiprises de qualité euh, et surtout ne pas brancher des multiprises en série. Ça, on le voit souvent dans les églises. On branche une multiprise sur laquelle on branche une autre multiprise et une autre. Ça, c'est extrêmement dangereux et très déconseillé. Donc, ne le faites pas. Voilà, prenez une multiprise, vous la branchez sur une prise et vous prenez une autre multiprise, vous la branchez sur une autre prise, mais pas sur une autre multiprise. Prenez aussi des prises qui ont des protections contre les surtensions. Vous avez vraiment dans les mains du matériel électronique sensible. Donc, si vous êtes dans des régions, des pays où vous avez souvent des surtensions, bah, c'est vraiment important de faire attention sur ce point-là. Et puis, idéalement, si vous avez aussi la possibilité d'avoir des onduleurs pour certains éléments critiques, le PC, la sono, ça peut être intéressant. Comme ça, vous sécurisez pleinement votre live à la fois en ligne et puis à la fois dans votre église locale, le live local finalement. Voilà, l'onduleur, par exemple. On arrive sur la fin, toujours dans la partie organisation, l'importance d'avoir une documentation et une patch list, notamment par exemple pour la sono. Un système non documenté est fragile. Vraiment, c'est hyper important. Il faut que vous ayez votre plan de câblage, on l'a vu un peu plus tôt. Une patch list audio, que vous soyez capable en fait de savoir qu'est-ce que vous branchez sur quelle entrée dans votre table de mixage. Voilà, où se trouve quelle sortie, sur quelle prise je vais sortir le flux qui va aller sur ma diffusion web, sur quelle prise je vais brancher le son qui va aller sur mes wedges, etc. Ça, c'est important des schémas vidéo également. L'accès au compte, mot de passe sécurisé, il faut que vous ayez des systèmes pour que chacun, personne puisse accéder au mot de passe dans le cadre de son service. Idéalement, quand vous avez un seul ordinateur, ben, vous pouvez enregistrer les mots de passe dans les navigateurs sur l'ordinateur en question. Vous avez aussi des logiciels comme OnePassword qui vous permettent de faire des stockages de mots de passe et des partages de mots de passe. Voilà, c'est important. Vraiment, je vous l'ai dit, si vous avez une seule personne dans votre église qui comprend le système, bah, le système est en danger. Si cette personne est absente, si elle ne peut pas venir, etc., voilà, qu'il y a un problème, ben, vous êtes mal, quoi. Je vous donne quelques exemples ici de patch list. Ça, c'est la patch list, nous, de la Sono à ICC Poissy, où voilà, on a indiqué sur quelle prise on branchait l'élément, sur quel canal il allait se retrouver dans notre sono, à quoi ça correspond, et puis qu'est-ce que c'est comme instrument, quoi. Est-ce que c'est un micro, etc. Pareil, pour les sorties, nous on a différents bus, on a une table numérique, enfin, on va avoir un bus pour les in-ear d'une lead, un bus pour les in-ear d'une chantre, un bus pour les retours, un bus pour la régie, etc., pour le web. Voilà. Tout ça, on le verra dans le détail dans la partie sono, mais je voulais vous le montrer dans cette partie un peu organisation. Et puis enfin, des checklists pré-cultes.
Une checklist réduit le stress et les erreurs. Vraiment, je vous conseille de vous asseoir et de les préparer, vraiment idéalement par poste, et puis plus ou moins exhaustif, ça dépend vraiment de à quel niveau de détail vous souhaitez aller sur votre checklist. Je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, ça c'est les checklists de ICC Poissy, voilà, où on a une checklist titrage, une checklist réalisation streaming, une checklist sono, cadrage, etc. Où finalement on détaille quand même ce qu'on fait avant le culte, ce qu'on fait pendant le culte, ce qu'on fait à la fin du culte, avec, bon, pas des cases à cocher, mais voilà, nous, on va les imprimer en face des postes, et comme ça, chacun peut les retrouver. Voilà pour cette partie organisation. Est-ce qu'il y a des questions qui ont émergé depuis? Quel est le risque de brancher des multiples en fait? En fait, alors, je suis pas électricien, hein, mais on sait que il faut éviter parce qu'au fur et à mesure, quand tu branches des multiprises en série, vous avez beaucoup la multiprise que vous allez brancher sur l'autre multiprise va prendre beaucoup d'énergie d'un coup, et enfin voilà, c'est très déconseillé, c'est très dangereux, et ça peut même provoquer des incendies si vous avez des multiprises de mauvaise qualité. Donc vraiment, il faut vraiment éviter de faire ça, hein. C'est très important, très risqué. S'il n'y a pas de questions, on va conclure rapidement. Donc voilà, on l'a vu, un live solide, c'est une architecture claire, un câblage maîtrisé, une organisation propre, une équipe qui comprend l'installation et maîtrise son matériel. Vraiment, on était sur des bases un peu généralistes ce soir, vraiment pour que vous puissiez un peu comprendre comment ça se passe et comment ça doit être maîtrisé. On rentrera vraiment dans le détail de chaque partie dès la semaine prochaine. S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc un exercice pour la semaine prochaine. Je vous en ai parlé un peu pendant le cours tout à l'heure. C'est voilà, faire le listing de votre matériel actuel et un schéma de votre installation sur la base de ce que je vous ai montré un peu plus haut, soit, voilà, avec des traits comme ça, un peu très schématisés, soit encore plus schématisés avec voilà, uniquement des traits comme ça. Vraiment à vous de choisir, mais voilà, je vous demande de faire ce travail pour la semaine prochaine. Ça vous permettra, vous, déjà, de mieux comprendre votre organisation. Et puis, à partir des résultats aussi, et notamment, je vous demande aussi vraiment de faire le listing de votre matériel. Quand je dis listing de votre matériel, j'ai pas besoin de savoir que vous avez 10 câbles XLR, etc. Mais c'est plutôt les gros appareils. J'ai une table de mixage de telle marque, j'ai un mélangeur, j'ai une caméra de telle marque, etc. J'ai un ordinateur de ce type. Ça m'intéresse parce que ça permettra d'adapter le contenu des prochains cours un peu aussi à ce que vous avez déjà, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on se quittera ici. Et la semaine prochaine, on parlera de vidéo, caméra, mélangeur, cadrage, etc. Si pas de questions, on va en rester ici.